Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre comment est-ce que vous pouvez réduire votre fiscalité quand vous êtes entrepreneur. Et oui, on a tous déjà eu l'objectif de lancer sa propre entreprise et on le sait, quand on est mal accompagné, on peut se retrouver souvent avec des catastrophes fiscalement parlant, puisqu'on n'a pas fait les bons choix quand il fallait les faire. La première étape quand on lance son entreprise, pour beaucoup d'entre vous, ça a été de passer par l'étape de l'auto-entreprise et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la micro-entreprise. Et quand on est désigné comme un micro-entrepreneur, on est un entrepreneur qui est soumis à un régime spécifique au niveau fiscal et social. C'est une simplification qui a été mise en place. Ce régime, il permet d'exercer très facilement une activité professionnelle indépendante qui génère un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils qu'on verra dans ce podcast. Ce régime, il s'adresse aux professions libérales, aux personnes qui font du conseil, qui ont des activités qui sont en voie de développement et qui n'ont pas encore opté pour une activité en société. C'est de nombreux entrepreneurs qui sont concernés par le régime de la micro-entreprise, mais bien souvent, on n'a pas toutes les réponses quand on est micro-entrepreneur et c'est ce qu'on propose de faire aujourd'hui, vous donner toutes les réponses à vos questions pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité en tant qu'entrepreneur. Et avant de démarrer ce podcast, on vous demande de continuer à nous aider en nous mettant la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide grandement à faire connaître notre podcast. Et en plus de ça, si vous nous écoutez et que vous n'êtes toujours pas abonné, alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Et oui, avec Guillaume, aujourd'hui, on va parler des professionnels qui nous entourent et qui sont la plupart du temps en auto-entreprise ou en micro-entreprise. On va donc déjà définir ce qu'est une petite activité professionnelle. Et là, il s'agit d'une activité commerciale, artisanale ou libérale qui génère un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils que l'on va définir. Le premier seuil, c'est 188 700 €. Là, ça concerne les activités de vente de marchandises, d'objets, de fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place ou les prestations d'hébergement, hôtels, chambres d'hôtes, meublés de tourisme. Ensuite, on a un seuil de 77 700 € pour cette fois-ci les activités qui relèvent du BIC ou des BNC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux ou les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux. Et là, on est d'accord que si on respecte ces seuils, c'est-à-dire qu'on ne les dépasse pas, à ce moment-là, on fait partie des micro-entrepreneurs. Oui, c'est exactement ça. Il faut être inférieur à ces deux seuils selon son activité, vous l'avez compris, pour pouvoir bénéficier du régime simplifié de la micro-entreprise. Attention ici, il faut préciser que quand on parle de chiffre d'affaires, bien sûr, il s'entend hors taxe. Oui, c'est une précision importante de ce côté-là. Et puis, du coup, si on a des seuils à respecter, ça veut donc dire aussi que dans certains cas, certains auto-entrepreneurs peuvent dépasser ces seuils. Mais que se passe-t-il si on dépasse les seuils ? Est-ce que déjà, on a le droit à une année, j'ai envie de dire, on a le droit de dépasser le seuil sans avoir d'alarme qui se mette du côté des impôts ? Et oui, Jérémy, on va effectivement pouvoir dépasser le seuil. On a le droit à une erreur, entre guillemets, une chance sur une année de dépasser le seuil. Si on revient dans les clous l'année suivante, ça nous permettra de continuer à profiter du régime de la micro-entreprise. Vous l'avez compris, c'est deux seuils qui sont différents. On a les 188 700 € pour les activités de livraison de biens, de vente emportée, etc. 77 700 € pour les activités plutôt libérales, les activités de conseil. Donc c'est bien ces deux seuils-là qu'il faut avoir en tête. Et si on les dépasse une première année, alors pour le coup, on n'est pas forcément sorti du régime directement. Par contre, si une deuxième année consécutive, on le dépasse à nouveau, ce seuil, eh bien on va automatiquement être soumis au régime réel d'imposition. On ne pourra plus bénéficier des différents abattements dont on va parler juste après. Et oui Guillaume, donc ça veut donc dire que si on dépasse une année, tout va bien. Si on dépasse 2 années de manière consécutive, le chiffre d'affaires et les seuils qui sont énoncés depuis le début, à ce moment-là, on est toujours en auto-entreprise, mais on va devoir déclarer son activité au réel. Quel va être l'impact fiscal de ce changement après 2 années consécutives du chiffre d'affaires supérieur au seuil ? On va le voir tout de suite. Déjà, quand vous êtes en micro-entreprise, vous allez réaliser un chiffre d'affaires et le bénéfice imposable va être déterminé par l'administration fiscale après un abattement forfaitaire pour des frais professionnels. Ces frais professionnels et cet abattement dépendent de votre activité. Cet abattement, il va être de 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat-revente, les activités de fourniture de logement, hôtels, chambres d'hôtes, meublés de tourisme classés, etc. Il va être de 50% du chiffre d'affaires pour les autres activités relevant des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Il va être de 34% du chiffre d'affaires pour les bénéfices non commerciaux, les activités libérales également, et de 30% du chiffre d'affaires pour les locations de meublés, dont les locations de meublés du tourisme non classés. Petite précision, l'abattement minimum est de 305 €, il concerne très peu de personnes.
Et Jérémy, du coup, une fois qu'on a appliqué ces abattements et on a notre chiffre d'affaires qui va vraiment rentrer dans notre fiscalité, comment est-ce que ça se passe pour l'imposition concrètement? Eh bien, imaginons, j'ai fait 75 000 euros de chiffre d'affaires et je pratique une activité libérale. Ces 75 000 euros vont bénéficier d'un abattement de 34%, ce qui va m'amener à une base imposable de 49 900 euros. Ce sont ces 49 900 euros qui vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Concrètement, si demain je fais 2 années consécutives où je dépasse le seuil, on va regarder mon chiffre d'affaires. Imaginons 80 000 euros pour être proche des 75 000 euros par avant. Cette fois-ci, on va regarder mes charges en face. Je ne bénéficie plus des 34%. Et si mes charges représentent que 5% du chiffre d'affaires, je vais être imposé cette fois-ci non pas sur 49 000 comme tout à l'heure, mais sur 76 000, car je bénéficie seulement de 4 000 euros d'abattement pour mes charges. Donc c'est important de le comprendre, quand vous dépassez le seuil, attention, il va falloir trouver très vite une nouvelle solution, car votre fiscalité va s'alourdir si vous avez très peu de charges. Et ça, il faut le comprendre. Et en plus de ça, les revenus, pour la dernière précision, ils vont bien être imposés avec l'ensemble des autres revenus du foyer fiscal. Donc quand on a un conjoint qui va avoir des revenus de son côté également, ça peut impacter lourdement le passage au réel, la fiscalité de l'ensemble du foyer. Exactement, on peut impacter notre conjoint, notre partenaire de Pacs, et ça peut faire mal pour les 2 personnes qui sont présentes dans le foyer. Donc attention à cette fiscalité. Et quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est-à-dire que vous ne dépassez pas les seuils du moins 2 années consécutives, attention quand vous commencez à évoluer et à voir votre activité prendre de l'ampleur et votre chiffre d'affaires se rapprocher des seuils, à déjà commencer à réfléchir au futur. Et justement, on y vient à ces réflexions. Comment est-ce qu'on peut justement réduire son imposition déjà dans un premier temps sans modifier les statuts de notre activité? Est-ce qu'il y a des moyens là d'optimiser un peu sa fiscalité déjà? Eh bien, si on parle de l'activité sans modification de statut, c'est-à-dire qu'on reste sur une micro-entreprise ou une auto-entreprise, on a 2 options qui s'offrent à nous. Déjà, peut-être l'option pour le versement fiscal libératoire si votre chiffre d'affaires est très faible et que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 27 478 euros pour une création en 2024. Concrètement, ce versement fiscal libératoire, il va être entre 1 et 2,2% et va s'appliquer sur le montant de votre chiffre d'affaires. Là, effectivement, c'est très faible en termes d'impôt sur le revenu, mais il y a des conditions, il ne faut pas dépasser un certain seuil de revenu fiscal de référence. Il faut bien se faire accompagner avant d'opter pour le versement fiscal libératoire et d'avoir un contrôle qui vous dit que vous n'aviez pas le droit d'y opter. Très, très important. La deuxième option, c'est le régime réel d'imposition. On en a parlé. Si, attention, vous avez très peu de charges et que vous passez au réel, vous l'avez vu, l'impact va être très fort car votre base imposable va exploser. Vous ne bénéficiez plus des abattements. Mais au contraire, imaginons que cette fois-ci, sur les 75 000 euros de chiffre d'affaires de ma profession libérale, j'ai 40 000 euros de charges car j'ai acheté beaucoup de matériel au départ. Il faut peut-être réfléchir à opter pour le réel, car le réel me permettra cette fois-ci d'être imposé sur 35 000 si j'ai 40 000 euros de charges, alors que j'aurais été imposé sur 50 000 si j'avais choisi l'abattement. Toutes ces situations-là, ça s'analyse en rendez-vous personnalisé et ça permet aux micro-entrepreneurs de mieux maîtriser sa fiscalité. Il y a autre chose à prendre en considération, ce sont les charges sociales du micro-entrepreneur. Et là, c'est souvent très très cher. Et oui, parce qu'il y a un point qui est très important, c'est que cette partie charges sociales, elles sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires. On n'applique pas d'abattement ici et ça peut aller de 12 à 21% dans la plupart des cas. Par exemple, pour quelqu'un qui va faire de la prestation de service, qui sera soumis au BNC, bénéfices non commerciaux, on a un taux de cotisation qui est à 21,10%. Ce qui s'applique sur ton exemple de 75 000 euros de chiffre d'affaires sur les 75 000 euros. On n'a pas d'abattement à 34% ici. Donc effectivement, c'est aussi à prendre en compte quand on est micro-entrepreneur dans l'ensemble du calcul pour savoir combien est-ce qu'on perçoit réellement une fois qu'on a payé charges sociales et la fiscalité. Et oui Guillaume, et c'est vraiment important de le comprendre, car beaucoup de personnes n'anticipent pas la deuxième année, ne mettent pas de côté et se retrouvent à avoir des grosses factures de charges sociales, l'URSSAF revient vers eux, et ça fait très cher pour certains micro-entrepreneurs. Il faut se faire accompagner, anticiper le futur. Un bon expert comptable peut vous aider, tout comme un bon conseiller en gestion de patrimoine. Et le conseiller en gestion de patrimoine va également vous aider à préparer le futur quand vous allez dépasser les seuils. Et justement, on va en venir aux 2 options qui sont réelles cette fois-ci et qui permettent de réduire sa fiscalité et d'anticiper le futur. Et là, concrètement, la première option qui s'offre à vous en tant que micro-entrepreneur si vous dépassez les seuils, c'est de passer en société. C'est-à-dire on quitte le régime de la micro-entreprise
pour passer soit en EURL, soit en SASU quand on est entrepreneur. C'est les deux choix qui vont revenir le plus souvent, hein. Il y en a d'autres qui sont possibles si vous avez des associés ou non. Et là, vous allez pouvoir développer votre activité parce que vous pourrez dépasser les seuils. Il n'y en a pas en SASU ou en EURL. On va par contre avoir un fonctionnement qui va être totalement différent. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a une entreprise, on a une personnalité juridique et une personne morale qui va faire un résultat qui sera cette fois-ci imposé à l'impôt sur les sociétés. Dans la plupart des cas, c'est également possible de rester à l'IR, mais bon, on ne va pas aller sur les choses spécifiques. Donc on peut passer en EURL ou en SASU. Et une fois que vous êtes passé en société, vous allez donc générer un chiffre d'affaires, comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, mais c'est bien la société qui va faire ce chiffre d'affaires. Ensuite, il se passe énormément de choses entre le moment où vous générez le chiffre d'affaires et le moment où on a de l'imposition, puisque vous allez pouvoir déduire les charges courantes et les charges sociales que vous avez sur l'entreprise. Vous allez pouvoir déduire la rémunération que vous versez, si vous avez des PE, des PERECO, des choses comme ça qui sont mises en place. Ça, c'est vraiment dans le détail, on peut tout à fait optimiser de manière très intéressante une fois qu'on est en société. Et derrière, vous avez effectivement de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu que vous aurez choisi de vous distribuer. Et oui, concrètement, Guillaume, si quelqu'un n'a pas besoin de 75 000 euros de revenus pour vivre, et d'ailleurs vous ne pouvez pas, parce qu'il y aura l'impôt sur le revenu et les charges sociales sur ces 75 000 euros de chiffre d'affaires en profession libérale, vous pouvez tout à fait travailler par le biais d'une société. Et là on parlera cette fois-ci de CELARL ou de CELASU pour les professions libérales, VS, la SARL, le URL, la SASU ou la SAS pour toutes les autres professions de conseil ou autres. Et on va pouvoir encapsuler son chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, si vous voulez vous distribuer que 30 000 euros une année, vous ne serez imposé sur le revenu que sur 30 000 euros et vous ne payerez des charges sociales que sur 30 000 euros. Alors que dans l'autre exemple, vous payez des charges sociales sur un chiffre d'affaires global et vous ne pouvez rien encapsuler. Attention, une fois que vous avez payé les charges sociales et distribué du revenu, il va rester des bénéfices et vous aurez donc une imposition qui va se faire sur les bénéfices. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et pour te compléter encore une fois, Jérémy, ici, l'impôt sur les sociétés, on le rappelle, c'est un taux de 15% sur les 42 500 premiers euros. Et au-delà de ces 42 500 premiers euros, on passe à 25%. Donc c'est une simplification au niveau de l'imposition sur les sociétés aujourd'hui et qui peut être très intéressant. Et on comprend l'intérêt du passage en société, c'est que finalement on retrouve un peu de contrôle, on retrouve la main sur la rémunération que l'on souhaite se verser et sur les possibilités derrière de faire grossir son activité, faire grossir son groupe de sociétés avec d'autres stratégies. On parle de holding dans d'autres épisodes de notre podcast qui peuvent être intéressantes pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Et moi, j'ai envie de dire que quand même, si on fait moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires, il ne faut pas se poser la question de passer en société, sauf si vous estimez que votre chiffre d'affaires va exploser les prochaines années. Par contre, dès que vous commencez à dépasser les chiffres d'affaires annoncés par les seuils, à ce moment-là, commencez à réfléchir à la société que vous allez devoir mettre en place. Car oui, entre l'URL et la SASU, il existe énormément de différences qui sont très importantes à prendre en compte et il faut être conseillé pour faire le bon choix. Car un changement de statut vous coûtera encore de l'argent. Donc attention, soyez bien accompagné sur votre changement de statut et anticipez le futur, car pour vous, c'est aussi, j'ai envie de dire, comme l'a dit Guillaume, une chance de pouvoir faire autant de chiffre d'affaires que vous souhaitez sans être restreint par des seuils. Il ne faut pas se restreindre quand on a une activité qui fonctionne. Si vous avez décidé de rester en micro-entreprise ou que vous êtes passé en SAS ou SARL et que vous distribuez un salaire, quelle est la deuxième option dont on parle souvent, Guillaume, dans nos podcasts ? Eh bien là, on parle du plan d'épargne retraite, c'est le fameux PER qui va nous permettre de réduire notre fiscalité a posteriori, j'ai envie de dire, puisque ici, on ne va pas être en amont, on ne va pas couper la source de revenus qui nous fait de l'imposition. Par contre, on va pouvoir aller a posteriori, pouvoir jouer sur la fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des versements sur un plan d'épargne retraite. Ça va nous permettre déjà de prime abord de préparer notre retraite avec des versements qui auront été effectués tout au long de notre activité professionnelle et de notre vie active. Et derrière, on va en plus avoir, entre guillemets, la carotte fiscale, c'est-à-dire que non seulement on prépare sa retraite, mais en plus, on est financé par l'État pour pouvoir préparer notre retraite, car ils vont nous rembourser une partie de ce qu'on aura versé. Pour faire très simple, si aujourd'hui vous versez 5 000 euros sur votre PER, que vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%, vous allez pouvoir réduire votre fiscalité de 1 500 euros avec ce simple versement de 5 000 euros. Encore une fois, il faut ici vous faire accompagner par un professionnel pour ne pas verser inutilement sur un PER alors que vous déduiriez à une tranche plus faible que 30%. C'est très important d'être bien accompagné. Et oui, et le PER, on le rappelle, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Ça permet de préparer sa retraite, ça permet d'investir, de préparer sa transmission
et surtout effectivement de réduire sa fiscalité. Quand on vend un produit et quand on propose un produit à nos clients, avec Guillaume, on parle toujours du placement en lui-même avant de parler de la carotte fiscale. J'ai envie de dire que pour le PER, la fiscalité et l'avantage fiscal doivent être vus comme une cerise sur le gâteau. Et si vous voulez en savoir plus sur le PER, sachez qu'on a fait de nombreux épisodes sur l'art de la gestion patrimoniale qui vous expliquent en détail le fonctionnement du PER et même où on vous parle de différentes stratégies à mettre en place pour profiter pleinement de tous les avantages offerts par ce placement pour la retraite. Donc maintenant qu'on a fait le tour de tous les points qui peuvent vous intéresser quand vous êtes micro-entrepreneur, on refait une conclusion rapidement. Rappelez-vous que vous avez des seuils, il ne faut pas dépasser ces seuils sur 2 années consécutives où vous allez perdre l'avantage de la micro-entreprise avec les abattements qui sont très intéressants quand on souhaite lancer son activité avec un régime qui est simplifié. Au-delà, vous savez que vous avez plusieurs options pour pouvoir continuer à profiter d'une fiscalité avantageuse. Soit vous optez pour le versement fiscal libératoire si vous respectez les conditions, soit vous avez la possibilité de passer au régime réel parce que vous avez des charges qui sont importantes. Ou alors, comme on vous l'a expliqué, vous pouvez d'ores et déjà préparer votre passage en société via une SARL, une EURL ou une SASU SAS selon si vous êtes seul associé ou plusieurs. Et enfin, rappelez-vous que vous avez toujours une carte Joker dans votre poche. C'est l'utilisation du plan d'épargne retraite pour maîtriser votre fiscalité et réduire le paiement que vous aurez à faire à l'État chaque année. Et si vous avez apprécié ce contenu, alors n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles car c'est ce qui nous aide grandement à faire connaître notre podcast. Donc si vous avez Apple Podcast ou Spotify, mettez-nous la note de 5 étoiles. Et surtout, si vous nous écoutez mais que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Enfin, si vous avez envie d'aller plus loin et d'écouter un podcast qui est complémentaire à celui-ci, allez écouter l'épisode 62, Comment réduire votre impôt en 2024.